Elle a vu le feu venir et s'y est précipitée. Cléopâtre avait tous les ingrédients pour incendier une carrière. Un studio déjà chancelant, un scénario en pleine mutation, un tournage tellement étendu qu'il pouvait engloutir des fortunes et une romance qui scandaliserait la moitié du monde. Elizabeth Taylor a quand même dit oui. Pourquoi ? Commençons par le rapport de force. La Fox a fait miroiter un accord qui battait tous les records, 1 million de dollars d'avance et une part des bénéfices. Un pouvoir qu'aucune actrice n'avait jamais détenu. Puis vint Richard Burton, dont l'arrivée transforma une grande épopée en une obsession publique. Même une maladie presque mortelle et une opération d'urgence à la gorge n'ont pas ébranlé sa détermination. Taylor a compris le risque. Des retombées négatives sur sa réputation, la fureur du studio, des gros titres qui ne la lâcheraient pas. Mais sous les diamants se cachait une stratège. Elle jouait pour l'argent, pour l'amour et pour quelque chose de plus rare, la pérennité. Le véritable calcul est l'histoire. À la fin des années 1950, la 20th Century Fox était chancelante. La télévision grignotait les bénéfices du box-office. Les comédies musicales fastueuses ne faisaient plus recette et le studio avait désespérément besoin d'un spectacle capable de restaurer sa réputation. Les dirigeants ont eu l'idée de Cléopâtre, une épopée si grandiose qu'elle pourrait éclipser tout le reste dans les salles de cinéma, mais pour que cela fonctionne, il leur fallait plus que des costumes et des décors. Ils avaient besoin d'un visage capable de vendre le mythe. Elizabeth Taylor était ce visage à l'époque. Elle n'était pas seulement une star, elle était la star connue dans le monde entier pour ses yeux violets, ses romances grossières très médiatisées et sa capacité à attirer l'attention dans n'importe quelle pièce où elle entrait. Elle avait déjà remporté un Oscar pour Butterfield 8, survécu à plusieurs mariages et s'était imposée comme la célébrité la plus rentable d'Hollywood. La Fox savait que l'association de son nom garantirait la publicité et donnerait du prestige au projet. Taylor, cependant, n'était guère intéressée par une épopée de cap et d'épée. Elle pensait que le genre était gonflé, démodé et indigne d'elle. Alors, lorsque la Fox l'a appelée, elle a avancé un chiffre qu'elle pensait absurde, 1 million de dollars plus une part des bénéfices. À sa grande surprise, ils ont dit oui. C'était un accord stupéfiant, la première fois qu'un acteur se voyait promettre un chèque d'1 million de dollars. Et il ne s'agissait pas seulement du salaire de base, le contrat de Taylor lui accordait 10% des bénéfices bruts, plus des allocations quotidiennes, une villa privée pendant la production, des voyages en première classe et des avantages qui allaient gonfler ses revenus finaux à des millions. Les journaux ont claironné ce chiffre dans les gros titres. Du jour au lendemain, elle a été qualifiée de star à 1 million de dollars, un titre qui l'a rendue à la fois intouchable et une cible. Ce salaire record lui a donné un pouvoir sans précédent. Elle pouvait exiger une contribution créative, des changements de lieu de tournage, voire des retards, si elle estimait que la production n'était pas prête. Rares sont les actrices dans l'histoire d'Hollywood qui ont exercé un tel pouvoir, et Taylor savait exactement comment l'utiliser. Mais cela a également fait monter les attentes à des niveaux impossibles. Chaque dollar dépensé par le studio, chaque revers subi par le film serait imputé à elle. Dès l'instant où elle a signé, Cléopâtre a cessé d'être une simple épopée historique et est devenue le film d'Elizabeth Taylor, son destin étant indissociable du sien, et Taylor a compris le risque. Accepter le rôle signifiait porter non seulement la couronne de Cléopâtre, mais aussi tout le poids de la survie de la Fox sur ses épaules. Si le film s'envolait, elle serait intouchable. S'il s'effondrait, elle deviendrait le visage des excès d'Hollywood. Et bientôt, elle allait découvrir à quel point cette couronne pouvait être lourde. Presque dès le début du tournage, Cléopâtre a semblé maudite. Le premier tournage a commencé à Londres en 1960, avec Taylor entrant sur des décors colossaux construits au studio Pinewood, mais le temps anglais est devenu hostile, noyant les lieux de tournage extérieurs dans le brouillard et la pluie, tandis que la production perdait de l'argent avant même qu'une seule scène ne soit terminée. Puis vint la véritable crise. Au milieu du tournage, Taylor s'est effondrée, victime d'une pneumonie presque mortelle. Elle a subi une trachéotomie d'urgence, survivant de justesse et a passé des semaines à l'hôpital.
Pour le reste de sa vie, la légère cicatrice sur sa gorge lui rappellera à quel point Cléopâtre a failli la réclamer hors écran également. Taylor étant hors d'état de nuire, la Fox a interrompu la production londonienne. Les décors ont été abandonnés, les costumes jetés et des millions de dollars ont été passés en pertes et profits. Ce fut l'un des faux départs les plus coûteux de l'histoire d'Hollywood. Le studio avait déjà dépensé environ 7 millions de dollars avant qu'une image utilisable ne soit capturée. Les dirigeants ont paniqué, les critiques se sont moqués du gaspillage et les murmures se sont amplifiés, affirmant que Cléopâtre était maudite, destinée à ruiner tous ceux qui y étaient impliqués. Lorsque le tournage a finalement repris, il a été relocalisé à Rome avec un tout nouveau réalisateur, Joseph L. Mankiewicz, chargé de sauver le projet. La Fox a parié que le soleil éternel de la ville et les ruines historiques donneraient au film une authenticité que Londres ne pouvait pas offrir. Mais ce changement n'a fait qu'accroître les dépenses, le transport des acteurs et de l'équipe à travers les continents, la construction de nouveaux palais et temples sur le terrain de la Cinecittà et la reprise de la production à partir de zéro ont fait chuter le budget. Ce qui avait commencé comme une épopée gérable se transformait en un désastre incontrôlable. Taylor, cependant, est ressortie de sa rencontre avec la mort plus déterminée que jamais. Elle avait désormais un pouvoir qu'aucun producteur ne pouvait ignorer. Sans elle, il n'y aurait pas de film. Elle le savait. La Fox le savait. Et la presse le savait. Les journaux publiaient des articles non seulement sur la production chaotique de Cléopâtre, mais aussi sur la survie d'Elizabeth Taylor, la transformant à la fois en une héroïne tragique et en un fardeau coûteux. Chaque revers portait désormais son nom. Le film était déjà hors de contrôle, mais la véritable explosion était encore à venir. Elle est arrivée sous la forme d'une costard dont la présence allait transformer un tournage désordonné en un scandale mondial. Lorsque Richard Burton a été choisi pour incarner Marc-Antoine, Cléopâtre est passé d'une production problématique à un spectacle mondial. Burton était déjà un acteur shakespearien respecté, réputé pour sa brillance, ses excès et son charme. Il était également marié. Elizabeth Taylor était également mariée à cette époque au chanteur Eddie Fisher, qu'elle avait déjà scandalisé Hollywood en le volant à Debbie Reynolds quelques années auparavant. Burton et Taylor avaient tous deux la réputation d'être passionnés et imprévisibles, et lorsqu'ils se sont rencontrés sur le plateau romain, des étincelles ont jailli instantanément. Ce qui a commencé comme des répétitions est rapidement devenu une liaison si visible que l'équipe n'a pas pu l'ignorer. Les paparazzi rôdaient devant les studios Cinecittà, capturant des baisers volés et des rendez-vous nocturnes. Les tabloïds se sont emparés de chaque photo, alimentant des gros titres qui ont transformé le film en bruit de fond pour le scandale. À un moment donné, des membres du Congrès américain ont publiquement dénoncé le comportement de Taylor. Même le Vatican s'en est mêlé, publiant un éditorial qui l'accusait d'errance érotique. Rarement une star de cinéma avait été aussi publiquement condamnée, et jamais la condamnation n'avait été amplifiée aussi largement à travers le monde. Pour la Fox, le scandale était une publicité désastreuse. Le film était déjà noyé sous les dettes et maintenant sa vedette était au centre de ce que certains appelaient la liaison la plus notoire du siècle. Les critiques ont prédit que le public boycotterait par dégoût. Au lieu de cela, le chaos n'a fait que rendre Cléopâtre plus tristement célèbre. La liaison est devenue indissociable du film, les gens affluant dans les salles de cinéma moins pour regarder l'histoire de l'Égypte que pour entrevoir la chimie qui avait mis Rome et Hollywood en émoi. Pour Taylor, cependant, la liaison était autant personnelle que professionnelle. Elle savait que les gros titres détruisaient sa réputation d'actrice sérieuse, la dépeignant comme une séductrice imprudente, mais elle a refusé d'abandonner Burton ou le film. À ce moment-là, les deux étaient liés à la fois émotionnellement et publiquement. Abandonner aurait été un aveu de défaite. Rester signifiait braver la condamnation en échange de l'amour, du pouvoir et d'une chance de survivre au scandale, et un autre facteur alimentait sa détermination, l'argent.
Pour Elizabeth Taylor, Cléopâtre n'était pas seulement une romance ou un pari sur sa réputation. C'était le contrat le plus lucratif de l'histoire d'Hollywood. Elizabeth Taylor a peut-être été malmenée par le scandale, la maladie et les retards interminables, mais un fait l'a maintenue ancrée à Cléopâtre. L'argent. Lorsqu'elle a signé en 1969, son contrat était historique. 1 million de dollars garantis plus 10% des bénéfices bruts. C'était la première fois qu'un acteur dépassait la barre du million de dollars. Et ce chiffre à lui seul en faisait un symbole de l'excès d'Hollywood. Pour mettre les choses en contexte, les stars de l'époque gagnaient une fraction de ce montant. L'accord de Taylor était si important qu'il a fait les gros titres dans le monde entier, la présentant à la fois comme une pionnière et une cible. Mais les petits caractères le rendaient encore plus riche. En raison des retards, Taylor a perçu des allocations quotidiennes et des pénalités à chaque fois que la production était interrompue. Plus la Fox tâtonnait, plus l'argent affluait sur son compte. Au moment où le film a finalement été présenté en première en 1963, son versement total avait grimpé bien au-delà de ce million initial. Les estimations contemporaines évaluent ses gains à environ 7 millions de dollars, une somme stupéfiante à l'époque, équivalente à plus de 50 millions de dollars aujourd'hui. Abandonner n'a jamais été une option. Financièrement, le film était une mine d'or pour elle, même s'il a épuisé la Fox. Professionnellement, l'accord lui a donné un pouvoir qu'aucune autre actrice n'avait jamais exercé. Elle n'était pas seulement une star à louer, elle était une partenaire dans les bénéfices du film, un coup de maître qui a créé un précédent et redéfini la façon dont les acteurs pouvaient être payés. Taylor elle-même a admis plus tard qu'elle avait demandé ce million de dollars pour plaisanter, convaincue que le studio n'accepterait jamais. Quand ils l'ont fait, elle a réalisé qu'elle s'était négociée dans la position la plus puissante de sa carrière. Bien sûr, ce pouvoir avait un prix. Chaque titre sur le budget gonflé était lié à son salaire record. On l'accusait de ruiner la Fox, on la vilipendait comme Cupide et on la dépeignait comme le visage des excès d'Hollywood. Même si une grande partie des dépenses beaux excessives provenait d'une mauvaise gestion des dirigeants et du chaos de la production, l'argent la protégeait du risque d'abandonner. Même lorsque les critiques affûtaient leur couteau, elle savait qu'elle sortirait de Rome plus riche que n'importe quelle actrice avant elle. Et il y avait un autre avantage à rester, l'influence. Plus la Fox s'enfonçait dans les dettes, plus elle devenait désespérée de la garder heureuse, lui donnant son mot à dire sur le casting, les réécritures et les décisions de production. Taylor n'était pas seulement Cléopâtre à l'écran, elle était Cléopâtre en coulisses, exerçant un pouvoir d'une manière qui aurait été impensable pour une actrice quelques années plus tôt. Mais si l'argent lui donnait une stabilité, il ne pouvait pas la protéger du récit qui se formait autour d'elle. Pour une grande partie du monde, Elizabeth Taylor n'était plus une actrice sérieuse à la recherche de grands rôles. Elle était Cléopâtre elle-même, extravagante, scandaleuse et dangereusement puissante. Le contrat record d'Elizabeth Taylor a fait plus que gonfler son compte bancaire. Il lui a donné une voix dans la façon dont Cléopâtre a été réalisée. Ce genre d'autorité était rare pour les actrices au début des années 1960, mais la Fox n'avait pas le choix. Ils avaient tellement investi en elle que le fait de garder Taylor satisfaite est devenu essentiel pour terminer le film. Elle pouvait s'opposer aux réécritures, insister sur les lieux de tournage et exiger des accommodations dont la plupart des stars ne rêveraient jamais. Sur le plateau, elle n'était pas seulement la vedette, elle était le centre gravitationnel de la production. Mais avec le pouvoir est venue l'exposition. Joseph L. Mankiewicz, qui a hérité du poste de réalisateur après le tournage désastreux à Londres, est arrivé sur un projet déjà en spirale. Le scénario était inachevé, gonflant à des centaines de pages, et les réécritures quotidiennes étaient la norme. La présence de Taylor, au lieu de calmer la tempête, a fait d'elle le paratonnerre. Chaque fois que les horaires dérapaient ou que les esprits s'échauffaient, les gros titres la pointaient du doigt. Chaque article sur les budgets gonflés, chaque murmure sur les reshoots interminables ajoutait à l'idée qu'Elizabeth Taylor était personnellement responsable du chaos. Pour Taylor, le calcul était brutal. Elle avait voulu la plus grande scène de l'histoire d'Hollywood et maintenant elle l'avait. Les décors à Rome étaient stupéfiants.
Des temples, des palais, des armées de figurants, des costumes dégoulinants d'or et de bijoux. Aucune actrice avant elle n'avait jamais été filmée à une telle échelle, mais toute cette grandeur a amplifié l'examen minutieux. Si Cléopâtre réussissait, elle serait immortelle. Si elle échouait, on se souviendrait d'elle comme de la femme qui a coulé un studio. Elle pouvait sentir sa réputation se plier sous le poids. Pendant des années, elle s'était battue pour être prise au sérieux en tant qu'actrice, remportant des éloges pour ses performances dans Une place au soleil et Butterfield 8. Ce dernier lui a même valu un Oscar. Mais Cléopâtre menaçait d'anéantir tout cela. Au lieu d'Elizabeth Taylor, artiste sérieuse, le public a commencé à voir Elizabeth Taylor, diva sur un trône d'or, noyée dans le scandale et les diamants. Et pourtant, elle a continué d'avancer parce que sous les potins se cachait une compréhension astucieuse. Même la mauvaise publicité maintenait son nom dans les gros titres. Plus les gens étaient obsédés par sa vie privée, plus ils garantissaient qu'ils achèteraient des billets pour la voir à l'écran. C'était un pari dangereux, troquer la crédibilité artistique contre le pur spectacle. Mais Taylor savait que l'ampleur de Cléopâtre signifiait qu'elle pouvait survivre aux critiques si elle survivait simplement au feu. Mais la Fox n'était pas aussi résistante. Alors que Taylor exerçait son influence, le studio lui-même s'effondrait sous le poids du film. Au moment où Cléopâtre achevait péniblement sa production, la 20th Century Fox perdait de l'argent à un rythme jamais vu à Hollywood. Le budget, initialement prévu à environ 2 millions de dollars, avait grimpé à plus de 30 millions. Certaines estimations le rapprochent de 44 millions une fois les intérêts et les frais généraux pris en compte. En dollars d'aujourd'hui, cela représente bien plus de 300 millions de dollars, un chiffre stupéfiant pour un seul film au début des années 1960. Les retombées à l'intérieur du studio ont été immédiates. Des dirigeants ont été licenciés, des carrières se sont terminées et la panique s'est répandue sur le terrain de la Fox. La santé financière de l'entreprise était si désastreuse que la faillite semblait probable. Pour lever rapidement des fonds, la Fox a fait quelque chose qui allait changer Los Angeles à jamais. Ils ont vendu des centaines d'hectares de leur terrain. Ce qui abritait autrefois de vastes décors et des terrains vagues a été transformé en ce qui est aujourd'hui Century City, un quartier d'affaires étincelant qui existe parce que Cléopâtre a failli détruire son studio par an. En un sens, l'épopée d'Elizabeth Taylor a été indirectement responsable de la refonte de la géographie même d'Hollywood. Pour Taylor, cet effondrement était une arme à double tranchant. D'une part, elle avait rempli son contrat et était repartie avec une fortune. D'autre part, son nom était à jamais lié au film qui avait failli mettre en faillite l'un des plus grands studios du monde. Chaque titre sur le désespoir de la Fox incluait son salaire d'1 million de dollars. Qu'elle le mérite ou non, elle est devenue le symbole de l'extravagance d'Hollywood, une star dont les exigences et les scandales avaient poussé une entreprise au bord du gouffre. L'ironie était qu'une grande partie du chaos avait peu à voir avec elle. La mauvaise planification de la Fox, les dirigeants indécis et le remaniement constant des réalisateurs et des scénaristes ont fait grimper le budget dans la stratosphère. Mais le public n'a pas vu cela. Ils ont vu la barge dorée de Cléopâtre, les retards interminables, la liaison amoureuse qui dominait les gros titres et l'actrice la plus chère de l'histoire au centre de tout cela. Pour eux, Elizabeth Taylor était Cléopâtre, à l'écran comme à la ville, exigeante, éblouissante et dangereusement coûteuse. Et lorsque le film est finalement sorti en 1963, tous les regards étaient tournés vers la question de savoir s'il pouvait justifier le coup. Lorsque Cléopâtre est sorti en 1963, l'attente était si énorme que le film pouvait difficilement échapper à la déception. Après des années de scandales, de maladies et de coups en spirale, la presse a traité l'ouverture non seulement comme un événement de divertissement, mais comme un verdict sur Elizabeth Taylor elle-même. Le film le plus cher du monde pouvait-il racheter la star la plus scandaleuse du monde ? Financièrement, le tableau était paradoxal. Cléopâtre a été le film le plus rentable de 1963, rapportant des dizaines de millions de dollars dans le monde entier. Le public était attiré par son spectacle, sa durée de 4 heures, ses décors époustouflants et la romance interdite qui brûlait entre Taylor et Richard Burton. Mais comme le budget avait grimpé à des niveaux astronomiques,
Même les recettes hot records du box-office n'ont pas pu couvrir les coûts. La Fox a tout de même annoncé des pertes catastrophiques et le mot flop est resté. Pour le public, les chiffres n'avaient pas d'importance, le studio avait failli s'effondrer et le salaire de Taylor était le symbole auquel tout le monde s'accrochait. Sur le plan critique, la réaction a été tout aussi partagée. Certains ont loué la présence royale de Taylor et sa capacité à s'imposer à l'écran, notant qu'aucune autre actrice n'aurait pu incarner le mélange de pouvoir et d'attrait de Cléopâtre de manière aussi complète. D'autres l'ont accusé d'être mal choisi, trop moderne, trop mélodramatique ou simplement éclipsé par les excès de la production. Les critiques en Europe ont été particulièrement sévères, la considérant davantage comme une célébrité que comme une artiste. Ce qui a vraiment blessé cependant, c'est la façon dont le scandale a coloré la réputation du film. Au lieu d'être jugé uniquement sur sa performance, Taylor a été jugé comme une pécheresse publique qui avait affiché sa liaison avec Burton sur la scène mondiale. La condamnation du Vatican résonnait encore dans les gros titres. Pendant des années, les critiques ont rejeté Cléopâtre non seulement comme un cinéma gonflé, mais aussi comme la preuve que Taylor avait troqué son art contre l'extravagance et la passion. Et pourtant, même dans le contre-coup, Taylor a émergé plus indélébile que jamais. Rares sont les actrices qui auraient pu survivre à une telle mauvaise presse, mais elle l'a fait. Elle est restée au centre de toutes les conversations et le couple Taylor-Burton est devenu une obsession culturelle qui a éclipsé le film lui-même. Si sa réputation d'actrice sérieuse avait été brûlée, sa réputation de femme la plus célèbre du monde a été cimentée. Le pari avait failli la brûler, mais Elizabeth Taylor ne s'était pas effondrée, et cela nous amène à la véritable raison pour laquelle elle a accepté le rôle en premier lieu, l'argent, le pouvoir et une liaison amoureuse qui lui ont fait tout risquer. Alors, pourquoi Elizabeth Taylor a-t-elle accepté un rôle dont elle savait qu'il pouvait la détruire ? La vérité est si complexe. En surface, le contrat d'1 million de dollars était irrésistible. Aucune star n'avait jamais exercé un tel pouvoir. Et Taylor savait que le salaire et le précédent assureraient sa place dans l'histoire d'Hollywood, peu importe le sort du film. Abandonner n'était jamais réaliste quand les chiffres étaient aussi stupéfiants, mais l'argent n'était qu'une partie de l'équation. Une fois que Richard Burton est entré en scène, Cléopâtre n'était plus seulement un film, c'était le creuset de leur liaison amoureuse. Taylor, emporté par une passion qui a enflammé les gros titres des tabloïds du monde entier, a refusé de l'abandonner, lui ou le rôle qui les liait. Pour elle, terminer le film consistait autant à se tenir aux côtés de Burton qu'à honorer un contrat. La liaison a peut-être brûlé sa réputation, mais elle lui a aussi donné un sentiment de vitalité qu'elle a refusé d'abandonner. Il y avait aussi la fierté et un profond sentiment d'héritage. Taylor avait déjà été sous-estimé, considéré comme un simple visage glamour ou un aimant à scandale. En acceptant Cléopâtre, elle a revendiqué la plus grande toile qu'Hollywood ait jamais construite pour une femme. Les décors, les costumes, les armées de figurants, c'était un trône que personne d'autre ne pouvait occuper. Elle savait que sa réputation en prendrait d'un coup, mais elle a aussi compris que personne ne la remettrait plus jamais en question en tant que force culturelle. Elle était Cléopâtre, non seulement à l'écran, mais aussi dans sa façon d'attirer l'attention, l'argent et le pouvoir. Et d'une certaine manière, elle avait raison. Le film a failli mettre la Fox en faillite et a torpillé sa crédibilité à court terme, mais Elizabeth Taylor a émergé non pas comme une victime, mais comme le prototype de la superstar moderne, payée comme un magnat, jugée comme une royauté et inoubliable même dans la défaite. Plus tard, elle a remporté d'autres Oscars, a fait la une de nouveaux scandales et a survécu à presque tous les critiques qui avaient prédit que Cléopâtre serait sa fin. Le pari qui semblait téméraire est devenu la preuve de son instinct de survie. Elizabeth Taylor savait que le feu allait arriver, elle s'y est précipitée quand même et c'est pourquoi, 6 décennies plus tard, nous racontons encore son histoire. Si vous avez aimé cet aperçu des vérités cachées derrière l'épopée la plus tristement célèbre d'Hollywood, n'oubliez pas de vous abonner. D'autres histoires inédites de stars légendaires et des risques qui les définissent sont à venir et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la prochaine.